Et si les tableaux impressionnistes racontaient déjà la pollution de leur temps? On connaît tous de près ou de loin le courant impressionniste. On admire encore aujourd'hui l'élégance de leurs traits, leur ode au paysage en mouvement ou encore leur sensibilité. Mais et si ces ciels orangés et brumeux que vous admirez cachaient en réalité une histoire de pollution et de charbon? En tant qu'artiste et militante écologiste, j'avoue, j'ai un peu pété mon crâne en tombant sur cette info. L'art enregistre depuis toujours les transformations du vivant, mais là, on tient peut-être la preuve ultime que les deux ne sont pas dissociables. On pense souvent à Monet, Turner, Pissarro, Morisot comme aux poètes de la lumière, ces peintres qui passaient des heures, parfois des jours, immobiles, à observer le ciel bouger. Ils et elles cherchaient à saisir l'instant, la vibration de l'air, les reflets de l'eau, la respiration du paysage et la nuance de l'instant. Mais ce qu'ils voyaient n'était déjà plus la même lumière que celle des générations précédentes. Les ciels s'étaient troublés, les brumes étaient devenues plus épaisses, et les couchers de soleil plus rouges, plus denses. D'ailleurs, on reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur ce qui caractérise un beau coucher de soleil. Les impressionnistes peignaient la beauté, mais cette beauté portait déjà les cicatrices d'un monde industriel. Avec Monet, certains paysages se répètent à l'infini. Les nymphéas, les ballots de paille, chaque heure, chaque saison, révélant une lumière différente. Mais peu à peu, cette lumière change. Les ciels brumeux, les couchers de soleil orangés, les brumes épaisses de Londres ou de Paris ne sont plus seulement poétiques. Ils portent la trace de charbon, de smog et de la suie. Dans cette réflexion, on va surtout s'intéresser au travail de Monet et de Turner, sur lesquels les études scientifiques d'où se base cette recherche se sont penchées. Mais il y a aussi plein d'autres peintres et peintresses impressionnistes incroyables, avec des femmes comme Berthe Morisot, Marie Bracquemond, Eva González, etc. Si le sujet t'intéresse, je t'invite fortement à diguer. Ici, on va donc se demander, et si les peintres de la lumière avaient été, sans le savoir, les premiers témoins du dérèglement du monde? Et si leurs œuvres étaient des archives atmosphériques, des capteurs involontaires d'un air en train de se transformer? L'art devient alors un témoin écologique avant la lettre. Et c'est cette histoire que nous allons explorer. Mais avant de creuser l'idée, un peu de contexte. Entre 1850 et 1900, l'Europe entre en combustion. Les usines poussent comme des champignons, la vapeur s'élève des cheminées et le charbon devient la pulsation noire de la modernité. Il est le moteur de tout, du train à la manufacture, de l'électricité naissante à la métallurgie. La modernité s'enivre de sa propre puissance, mais un voile gris s'étend sur le monde. À Londres, on parle du smog, contraction de smoke qui veut dire fumée et fog qui veut dire brouillard. Un brouillard épais, acide, où on ne distingue plus les silhouettes à quelques mètres. Cela perturbe directement la vie des habitants. Les chevaux trébuchent, les passants se perdent, les lampadaires s'allument en plein jour. À Paris, la fumée des cheminées et des gaz d'éclairage noircit les façades. Les peintres, qui travaillent essentiellement dehors, respirent cet air saturé. C'est dans cette atmosphère que naît l'impressionnisme, un art de la sensation, de la lumière changeante, du moment suspendu. Mais cette lumière, justement, est altérée. Turner, un peintre londonien, en avait déjà perçu les signes. Dès les années 1830, il peint des paysages noyés dans une brume dorée, des couchers de soleil éclatants et des horizons brouillés. Ses contemporains l'accusent aussitôt d'abandonner le réalisme suite à l'arrivée de la photographie et de s'adonner à des visions altérées qui sortiraient tout droit de ses rêves. Pourtant, il est simplement fidèle à ce qu'il voit, un monde où le ciel devient matière. Quelques décennies plus tard, Monet, un jeune peintre français, découvre Londres lors d'un voyage. Il tombe sous le charme du brouillard, cette lumière transformée par la fumée, comme il l'écrit. Il peint et repeint la Tamise, le Parlement, les ponts dans le flou doré du matin, comme on les voit dans sa série Vue de Londres. L'air chargé de particules diffuse la lumière comme une toile vivante. Whistler, lui, parlera de nocturnes, des visions presque abstraites de la ville engloutie dans le smog. Chez Pissarro, à Rouen ou au Havre, la brume industrielle adoucit les contours des usines et crée une atmosphère mystique dans un quotidien difficile. Elle transforme la modernité en poésie. Et si les peintures de Monet ou de Turner n'étaient pas des visions poétisées de leur quotidien, mais fonctionnaient comme des capteurs atmosphériques? Pendant longtemps, on a vu dans ces brumes une invention poétique, jusqu'en 2019. Une équipe internationale de chercheurs en climatologie et en physique de la lumière a publié une étude qui semble tout droit sortie d'un roman. Ils et elles ont comparé des dizaines de tableaux de Turner et de Monet,
peint entre 1796 et 1901, à des modèles physiques de diffusion de la lumière dans des atmosphères polluées. Pour comprendre à quel point ces peintures étaient des témoins involontaires du climat, les chercheurs et chercheuses ont mené une véritable enquête de détective visuel. D'abord, ils ont numérisé les œuvres en haute résolution. Plus de 60 tableaux de Turner et Monet peints à Londres, à Paris ou à Rouen entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Puis, ils ont analysé ces images avec des modèles physiques de diffusion de la lumière. Des équations capables de dire, à partir du contraste, du flou et de la palette, quelle quantité d'aérosols devait se trouver dans l'air au moment où le peintre observait son motif. Ce n'est pas de la métaphore, c'est de la physique appliquée à l'art. Et les résultats sont étonnamment précis. Les niveaux de brume mesurés dans les tableaux de Monet correspondent presque parfaitement au relevé historique de pollution au dioxyde de soufre issu des archives industrielles. Autrement dit, les peintres impressionnistes ont capturé dans leur lumière la même information que les chimistes trouveraient plus tard dans les données atmosphériques. Leur regard a enregistré sans le savoir la densité chimique de l'air. Pour vérifier leur hypothèse, les chercheurs et chercheuses ont reproduit ces conditions en laboratoire. Ils ont fait passer des faisceaux lumineux à travers des chambres remplies d'aérosols et comparé la diffusion obtenue avec les textures d'étoiles. Plus les particules sont grosses et nombreuses, plus la lumière se disperse et adoucit les contours. Exactement comme dans les toiles tardives de Monet. Franchement, c'est presque vertigineux. Et grâce à cette recherche, on peut enfin l'affirmer, l'évolution stylistique de l'impressionnisme, souvent interprétée comme un choix esthétique, porte aussi l'empreinte d'un changement physique du monde réel. La brume n'était pas seulement une sensation poétique, c'était vraiment une donnée mesurable. La lumière se transformait sous l'effet des industries, et les artistes, sensibles à la moindre variation d'atmosphère, enregistraient cette mutation sans même le savoir. L'évolution du style impressionniste suit la courbe de la pollution. Les paysages deviennent de plus en plus flous, plus diffus, plus blancs. Ce n'est pas seulement une affaire de pinceau, c'est une transformation physique du monde, et elle a un nom. Alors que se passe-t-il exactement ? Pourquoi et comment la pollution change-t-elle la lumière ? Ok, c'est l'instant scientifique, mais c'est vraiment important pour comprendre la suite, alors on s'accroche. Lorsqu'un rayon de soleil traverse un air pur, il rencontre des molécules d'air toutes petites qui le dispersent légèrement. Elles diffusent surtout les courtes longueurs d'onde, et c'est pour ça qu'on voit le ciel en bleu. Mais lorsque des particules plus grosses apparaissent, comme de la suie, des gouttelettes d'eau, de sulfate ou des poussières, elles dispersent toutes les couleurs de manière différente parce qu'elles font dévier la lumière dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle la diffusion de Mie, qui est décrite au début du XXe siècle par le physicien Gustav Mie. Elle a 3 effets visibles. D'abord, elle réduit le contraste. Les ombres disparaissent et tout semble plus plat. Ensuite, elle éclaircit la lumière. Le ciel devient laiteux, presque blanc. Et enfin, elle réchauffe les tons. Les particules absorbent davantage le bleu et laissent passer le rouge, l'orange, le jaune. C'est pourquoi les couchers de soleil deviennent plus flamboyants quand l'air est sale. Bah ouais, t'y penseras à ta prochaine story sunset de zinzin. L'air pollué, paradoxalement, ça fabrique de la beauté. Ce qu'on appelle aujourd'hui une belle lumière, au-dessus des villes, c'est parfois le produit de la suie. Et Monet, sans le savoir, il peignait un phénomène d'optique atmosphérique, avec la pollution comme palette. Et Turner, avant lui, avait fait de cette lumière trouble un mystère spirituel. Il peignait la lumière telle qu'elle lui apparaissait, sans imaginer qu'elle portait déjà la marque chimique de la modernité. Pissarro, Daubigny, Guillaumin, Van Gogh, tous à des degrés divers, montrent des atmosphères transformées par des activités humaines. Ce que la science a mis un siècle à formuler, l'œil du peintre l'avait déjà senti. Bon, avec toutes ces données scientifiques, maintenant on peut quand même se demander un truc. Et si ce que nous appelons poésie, ça n'était pas parfois qu'une manière d'apprivoiser la catastrophe ? Concrètement, dire que la peinture est une archive climatique n'est pas juste une belle formule. C'est une proposition méthodologique scientifique. Ces images, c'est des témoignages empiriques du passé visuel. Elles sèment des indices sur la composition de l'air, la visibilité, la couleur du ciel à des dates et des lieux précis. Alors bien sûr, c'est pas une substitution aux données instrumentales, mais un complément précieux là où les enregistrements manquent pour les historiens du climat. Au XIXe siècle, les stations de mesure n'existaient pas partout, et les toiles, elles fournissent donc des indices qualitatifs qu'on peut ensuite modéliser.
qui nous bouleverse dans leur tableau, c'est ce mélange de grâce et de désastre. Ces paysages que nous trouvons paisibles étaient les témoins d'un air qui deviendrait vite irrespirable. Les promeneurs toussaient, les enfants tombaient malades, les arbres perdaient leurs feuilles, et pendant ce temps, sur la toile, la brume se faisait poésie. Bon, du coup, on peut dire que ce flou impressionniste, il est un peu ambigu. C'est à la fois un élan esthétique et un symptôme atmosphérique. La beauté qui est peinte, elle vient d'un déséquilibre chimique, un brouillard d'origine industrielle, devenu sublime par le regard humain. Le monde s'assombrit et l'art s'illumine. Comment continuer à admirer ces ciels sans y voir la main du charbon ? Comment ne pas ressentir une forme de malaise devant tant de grâce née de la dégradation ? Et si on raccourcit un tout petit peu, c'est une contradiction vertigineuse. Ce qui tue inspire. Ce qui enlaidit le monde nourrit la peinture. Et cette ambiguïté, elle résonne aujourd'hui plus que jamais, car elle ne s'arrête pas au XIXe siècle. Nous aussi, aujourd'hui, nous vivons dans une lumière transformée, celle des villes saturées, de particules de coucher de soleil plus rouges qu'avant, magnifiques parce qu'ils filtrent à travers la pollution. Nos photos Golden Hour, partagées sur les réseaux sociaux, sont parfois plus intenses à cause des particules fines. Nous vivons à notre tour dans une lumière transformée par la fumée. Ce que Monet peignait sans le savoir, nous le photographions aujourd'hui avec la conscience de ce dérèglement climatique. La beauté, ce n'est pas toujours le contraire du désastre. Parfois, elle en est la forme la plus subtile. C'est un avertissement silencieux. La grâce ne signifie pas innocuité. Ce qui est beau peut être dangereux. Ce qui est séduisant peut cacher un effondrement. Ce paradoxe, il soulève une question plus large et carrément contemporaine. Comment l'art influence-t-il notre perception du monde réel ? Peut-il embellir ce qui détruit ou peut-il éveiller notre conscience ? Les impressionnistes ne militaient pas, mais ils nous rappellent ainsi que l'œil est déjà un instrument de connaissance et que la beauté, même née de l'ombre et de la suie, peut devenir un vrai vecteur de réflexion. Ce lien entre esthétique et pollution nous pousse à regarder le monde d'aujourd'hui. La beauté, elle n'a jamais été neutre et elle porte en elle la mémoire de ce qui change et se dégrade. Et cette ère, elle porte un nom, l'Anthropocène. L'Anthropocène. C'est un terme proposé par les différents géologues qui définit comme le moment où l'activité humaine modifie les cycles naturels de la planète. Bref, c'est ce qu'on vit en ce moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes devenus une force géologique. Nos villes changent la composition de l'atmosphère, nos industries déplacent les montagnes et nos déchets se fossilisent. Chaque cheminée, chaque ville, chaque champ cultivé modifie la terre. Nos actions changent le climat, altèrent les sols, polluent l'air et les océans. Et les peintres du XIXe siècle ont été, sans le savoir, les premiers chroniqueurs visuels de cette ère. Leurs toiles montrent la première trace visible de l'empreinte humaine sur le climat. Chaque coup de pinceau sur ces ciels enfumés, c'est un fragment d'histoire climatique. Autrement dit, ils ont documenté le prélude de ce que nous vivons aujourd'hui à grande échelle. Leur regard sensible et précis nous montre comment un système planétaire réagit quand on injecte dedans une nouvelle source d'énergie, le charbon, puis le pétrole et des particules. Ce sont des archives sensibles de l'Anthropocène. L'art enregistre ce que la science mesurera plus tard. Au-delà de la peinture ou de l'art, peu importe la forme qu'il prend, la question au fond, c'est la trace qu'on laisse. Les pratiques humaines laissent des traces et les traces modifient la perception. Nous y lisons un monde en mutation, un air qui change, un ciel qui se trouble, une atmosphère qui se charge de l'empreinte humaine. Comprendre ce lien entre art et science, entre observation et action, c'est réaliser que nous pouvons être témoins du monde que nous transformons. Ce que nous pouvons apprendre de leur regard, c'est que l'art est un témoin conscient de l'évolution du monde. Il n'embellit pas seulement, il enregistre, il alerte et il peut nous rendre attentifs. Aujourd'hui, nous faisons face à des ciels transformés par nos excès. Fumée, particules fines, chaleur urbaine. Nous pouvons aussi observer, capter, rendre visible ce que l'air, la lumière et la nature subissent. Mais cette fois, nous avons le choix. Regarder passivement ou agir. Nous pouvons choisir de documenter ou de dénoncer, de sensibiliser et transformer la beauté en conscience, la contemplation en engagement. Aujourd'hui, nous avons les instruments entre nos mains et l'accès aux données quasi illimité. Nous pouvons choisir de documenter et d'agir. En tant qu'artiste, créer devient un acte politique et on est bien placé pour le savoir dans les sujets qu'on réalise. Chaque choix de sujet, chaque cadrage, c'est le choix de ce qu'on met dans le champ, en lumière
et de ce qu'on ne montre pas et qu'on laisse hors champ. Chaque photo, chaque film, chaque tableau, c'est un témoignage et un message. Nous pouvons montrer la beauté du monde, mais aussi ce qu'elle cache. Et proposer un autre regard, celui qui respecte, qui régénère et qui transforme. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore agir. Nous ne sommes pas simplement spectateurs et spectatrices de tout ça. Nous pouvons être des témoins actifs, des artistes engagés, des metteurs et metteuses en lumière, non pas seulement pour émerveiller, mais aussi pour éveiller, inspirer et provoquer des choix différents. Si on a appris quelque chose de cette enquête, c'est que la beauté, elle n'est jamais neutre. Elle peut révéler la fragilité de notre monde et nous inviter à le regarder autrement. Alors que peut faire un ou une artiste contemporaine face à tout cet héritage? On a quelques pistes pratiques et poétiques. Documenter consciemment. Capturer la lumière mais aussi la qualité de l'air, les zones dégradées, les pratiques industrielles. De façon super pragmatique, on a les Sentinelles de la Terre qui ont développé une appli gratuite où chaque citoyen et citoyenne peut signaler une action négative, comme des déchets abandonnés en nature, un liquide versé dans un cours d'eau, mais aussi positive. Ils regroupent toutes ces données sur une map et ça leur permet de contacter les autorités locales pour régler le problème. Expérimenter des formes nouvelles, notamment par exemple par des installations qui rendent perceptible l'invisible. Il y a plein de formes d'art hybride qui naissent actuellement, comme Nena Okore, une artiste d'origine nigériane-américaine. Elle crée des sculptures et des installations à partir de matériaux végétaux ou de déchets alimentaires bioplastiques et des objets recyclés qu'elle trouve. Ou encore Ratun Risba, qui est une artiste performeuse et une chercheuse interdisciplinaire d'origine slovène. Sa pratique, elle explore l'art, la science et l'écologie, avec des projets mêlant performance, médias vidéo, et souvent ça aborde des questions de multispécisme, de corps humains, non humains, et de liens entre humains et environnement. Par exemple, il y a son projet Becoming Tree, qui est une œuvre participative globale où des artistes se connectent simultanément à des arbres, sur plusieurs continents en même temps. Proposer des récits d'espoir. C'est personnellement ce qu'on essaye de faire ici. Parce que le militantisme écologique, c'est avant tout l'amour de l'autre. On peut montrer des transitions réussies, des zones régénérées, des politiques qui fonctionnent, et même dans la fiction. Stan Turé, c'est un ancien athlète de course au large qui a stoppé sa carrière sportive pour des raisons écologiques. Et aujourd'hui, il réalise des fictions utopiques pour remettre des récits positifs dans notre culture. Éduquer sans moralisme. Parce que l'art touche et l'info convainc. Et unir les deux, ça fait bouger les choses. Conclusion. Nous avons hérité d'un monde fragilisé, mais aussi d'un outil puissant, notre regard. L'art peut révéler le mal, le rendre visible et pousser à l'action. Peindre ou filmer, ce n'est pas seulement chercher la beauté, c'est poser une question au monde. Aujourd'hui, nous avons le choix. On peut regarder ou transformer. Comme on l'a vu, la beauté n'est pas neutre. Elle peut révéler la fragilité de notre monde et nous invite à le regarder autrement. Elle n'est pas coupable, mais elle nous oblige. L'art aujourd'hui devient à la fois notre miroir et notre boussole. Cette vidéo, elle est sponsorisée par personne, parce qu'on n'est pas encore très connu à l'heure actuelle. Alors du coup, on a quand même décidé de profiter du temps de cette enquête et de cette vidéo pour parler de petits créateurs, créatrices éthiques qui nous tiennent à cœur. Et du coup, aujourd'hui, comme on a pas mal parlé de la façon de voir et de peindre le monde, on va te parler d'Ophélie Papillon. Ophélie Papillon, c'est une jeune illustratrice française qui peint le monde et qui adore se concentrer sur des petits détails un peu funky, un peu loufoques de la vie humaine, que ce soit dans un monde citadin, dans un monde beaucoup plus naturel comme ici. Elle peut peindre autant la montagne que les océans. Et elle a fait notamment un tableau d'une de nos montagnes préférées avec nous lors d'une petite randonnée. Et elle est également très engagée pour la préservation des océans et de toute la faune qui y vit. Donc voilà, on t'encourage fortement à aller voir son travail. Elle a récemment lancé son site internet, donc tu peux maintenant commander des prints, même à distance, peu importe là où tu habites. Et si tu es sur Paris, elle fait aussi énormément de petits marchés de créateurs et de créatrices, donc tu peux aussi la retrouver là-bas. On te met toutes les infos de ses réseaux sociaux pour suivre son actualité et son site internet pour aller voir son travail, tout ça en description. Et nous, on te remercie énormément d'avoir regardé ce nouveau type de format. On espère que ça te plaît. On est preneur de retours positifs ou constructifs dans les commentaires. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé. Et si ce sujet t'intéresse, on a sorti récemment un documentaire avec une peintre à Rabat, une jeune artiste qui est profondément attachée à sa culture marocaine, à sa tradition, mais qui a envie de bousculer un peu tous les codes. On a passé 24 heures avec elle dans sa ville et dans son atelier. Comme ça, tu restes un peu dans le thème nature-peinture.
On a plein d'autres formats, que ce soit de ce type, un peu face caméra, où on mène des petites enquêtes et où on approfondit des sujets qui touchent à l'écologie, à la nature et à l'art qui vont arriver. Et puis aussi plein de documentaires comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas, évidemment. Et puis on se retrouve très vite. Très bien. Bravo. Ça filmait?